Donald Trump réaffirme son intérêt pour une prise de contrôle du Groenland et le président américain va plus loin, tenez-vous bien, il a nommé un émissaire chargé de ce dossier. Écoutez. Je vois bien qu'il souhaiterait. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. Leur population est très réduite. Je ne sais pas, les gens parlent du Danemark, mais le Danemark n'a pas dépensé un centime. Ils n'ont aucune protection militaire. Et si vous regardez le Groenland, vous le regardez de haut en bas. Sur la côte, il y a des navires russes et chinois partout. Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. C'est absolument indispensable. Et Mika Blujon-Méred nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes chercheur senior en géopolitique, spécialiste des pôles et de la transition énergétique à l'Université du Québec, enseignant pôle, énergie, climat à l'école de guerre. C'est pas mal, c'est pas terminé. Vous avez fait la préface. Alors, tu veux acheter le Groenland des Vikings à Trump aux éditions Saint-Simon. Vous allez nous expliquer ce qui est en train de se passer. Avant de vous entendre, on va retrouver Sonia Dridi, qui est notre correspondante à Washington et qui patiente. Merci Sonia d'être avec nous ce soir. La question que tout le monde se pose, évidemment, quand on entend Donald Trump ici, c'est est-ce qu'il est sérieux, le président américain, quand il parle d'annexer le Groenland ? Oui, Donald Trump est très sérieux et d'ailleurs il parle d'annexer le Groenland depuis le début de son premier mandat. Et là c'est un signe de plus, une pression de plus sur l'île avec cette nomination d'un envoyé spécial qui n'est autre que le gouverneur de Louisiane. Et d'ailleurs ce dernier sur son réseau social X a déclaré que c'était un emploi bénévole et que le but était que le Groenland fasse partie intégrante des États-Unis. Alors Donald Trump ne cesse de mettre en avant l'intérêt stratégique pour les États-Unis avec une éventuelle annexion du Groenland. Il a notamment, comme on l'a entendu, mentionné les bateaux russes et chinois au large des côtes du Groenland. Mais cette administration voit surtout qu'avec le changement climatique, les eaux vont être de plus en plus accessibles. Donc cette administration voit vraiment cet enjeu stratégique avec la volonté d'annexer le Groenland tout simplement. Et puis évidemment, Donald Trump est aussi très intéressé par les ressources minières du Groenland. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il s'adresse directement au peuple, aux habitants du Groenland, parce qu'il a notamment déclaré hier que les Groenlandais n'étaient pas protégés militairement par Copenhague. Et donc, on sent qu'il essaie de s'adresser directement aux habitants pour tenter de les influencer. Merci beaucoup Sonia pour toutes ces précisions. Mika Blujon-Méred, qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela, les Groenlandais? On dit ça comme ça, je ne suis pas sûr. Oui, les Groenlandais sont évidemment contre. C'est-à-dire qu'il y a eu cette année, au mois de mars, des élections générales au Groenland qui ont parfaitement montré que le seul parti qui était pro-états-unien, si vous voulez, qui était prêt à envisager une indépendance du Groenland pour se rapprocher des États-Unis, ce parti a fait même pas 1%, et ce parti est le seul des 7 partis groenlandais à ne pas avoir de siège dans le nouveau Parlement. Aujourd'hui, les 4 partis de la coalition gouvernementale au Groenland sont assez clairs, et pourtant c'est difficile de les faire bosser ensemble habituellement, mais là ce qui les unit, c'est justement la question de Donald Trump, c'est cette menace. Et là il y a un autre sujet encore qu'il faut qu'on évoque, c'est la place du Danemark. La place du Danemark est de plus en plus questionnée au Groenland de la manière suivante. D'un côté, les Danois jouent évidemment le rôle de protecteurs, font l'effort de ramener les Français, les Allemands, les Britanniques pour essayer d'apporter un soutien aux Groenlandais, mais dans le même temps, ce que les Groenlandais ne veulent pas, c'est qu'il se passe exactement comme en Ukraine, c'est-à-dire que le sort du Groenland soit négocié entre guillemets entre Copenhague d'un côté et Washington de l'autre, et que les Groenlandais ne soient pas à la table de négociation. C'est ce qui fait le plus peur là depuis 2 jours avec l'annonce de cette nomination de Jeff Landry comme envoyé spécial au Groenland. Que ça, c'est une possibilité. Juste un mot d'explication. Le Groenland, c'est un territoire immense, 2,1 millions de kilomètres carrés. Je crois que c'est 3 fois et demi la France. 56 000 personnes à peu près. C'est ça. Et c'est une sorte, c'est un État qui dépend du Danemark. Oui, c'est un territoire semi-autonome en fait, avec un gouvernement semi-autonome. Voilà. Et la compétence, qui est ici un élément le plus important, je pense, la compétence sur le volet des ressources minières, ressources minérales du sous-sol, quelle qu'elle soit, appartient depuis 2009 au gouvernement semi-autonome à Nuuk. N'appartient plus à Copenhague. Donc c'est eux qui décident. C'est Nuuk qui décide, oui. Et du coup les Américains essayent de mettre la pression sur Nuuk pour négocier de manière à pouvoir avoir accès à ces ressources. Regardez ces images, c'était le 7 janvier dernier. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Le fils de Donald Trump posait son avion de famille évidemment.
évidemment, hein, sur le sol groenlandais, à Nuuk, justement. Il y faisait un petit tour. Je crois qu'il était d'ailleurs accompagné de Charlie Kirk, si ma mémoire est correcte. Tout à fait. Et on a vu, donc, c'était Donald Trump Jr., c'est ça, hein, déambuler avec des supposés supporters de Donald Trump, puisqu'ils avaient des casquettes MAGA, faire un petit tour. C'était le voici. C'était après que son père ait laissé entendre que eh bien, le Groenland, c'était plutôt une bonne affaire pour les États-Unis. En tout cas, il souhaitait en prendre le contrôle. Très sincèrement, à l'époque, on a tous un peu levé les yeux au ciel en disant mais qu'est-ce qu'il raconte, Donald Trump? Il parlait aussi du Canada à l'époque, du canal de Panama, et donc ça faisait partie de cette série de déclarations qu'on ne savait pas vraiment, dont on ne savait pas vraiment que penser. Là, on a quand même franchi une étape, Elisabeth. Là, on a franchi une étape avec cet envoyé spécial. En plus, sur les réseaux sociaux, alors c'est le gouverneur de Louisiane, donc il est un peu spécial déjà. Il est en camouflage, à dire qu'il va ramener la nourriture cajun aux Groenlandais, en expliquant que la Louisiane aussi a changé de main plusieurs fois. Donc vous comprenez. Ah bah tiens, on devrait récupérer la Louisiane. Oui. C'est pas bête ça. Voilà. On va appeler Donald Trump. Donc c'est effectivement en nommant un envoyé spécial, il change de cap. Enfin là, ça devient encore plus sérieux. Je pense que c'était déjà quand son fils est arrivé, on arrivait déjà avec des projets en tête. Moi, ce que je trouve intéressant et ce qui rejoint ce que disait Monsieur, c'est que le Premier ministre, je ne sais pas, on dit le Premier ou le Premier ministre, oui, ce matin ou hier a donné un discours où il était très clair sur l'indépendance à la fois des Danois et des Américains. C'est-à-dire, on est maître de notre propre destin, entre guillemets, et je pense que les Groenlandais comprennent maintenant à quel point c'est sérieux. Maintenant, est-ce que les Européens, parce que ça est quand même un territoire européen, vont être là pour défendre? Je pense que les Danois aussi qui achètent les F-35, ça c'est pas dans le même sens que de se protéger des Américains que d'acheter des Je précise juste avant de vous donner la parole que les Danois ont décidé de renoncer au système solaire qu'ils devaient commander aux Américains pour commander européens et qu'ils ont récemment classé les États-Unis comme une menace pour leur pays. Oui, tout à fait. Voilà. J'allais y venir. D'ailleurs, donc on dit bien Premier ministre au Groenland, ou sinon on dit Nalakkersuisut, si vous voulez, mais on peut tenter. Allez, Elisabeth. Allez-y, tentez le coup. En attendant, ce qui se joue effectivement ici au Groenland, avec Jeff Landry, c'est pas rien. Parce qu'au-delà du fait que c'est le gouverneur de Louisiane et qui est un proche, parmi les proches de Donald Trump, en tout cas, qui est tout à fait aligné avec son idéologie, Jeff Landry, c'est quelqu'un qui n'est pas inconnu pour nous autres dans la communauté arctique polaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà 15 ans, quand il était représentant de la Louisiane au Congrès, déjà il participait à un certain nombre de commissions pour justement questionner la place des États-Unis au Groenland. Il disait systématiquement on ne fait pas assez, il y a des potentiels d'affaires sur les ressources, sur le pétrole, sur le maritime, sur les infrastructures, on doit être plus présent, etc. Donc Jeff Landry, de tous les gens de la sphère, on va dire MAGA ou de l'apparatus américain, c'est le spécialiste du Groenland. C'est pas le spécialiste du Groenland, il y en a eu d'autres qui ont été placés, qui ont été virés depuis le mois de janvier au Groenland, mais là en l'occurrence on a quelqu'un qui est quelqu'un d'expérimenté politiquement et qui du coup est complètement aligné avec la vision de Donald Trump en Arctique. Alors, il y a deux solutions. Soit Donald Trump arrive à convaincre les 56 000 habitants du Groenland que les États-Unis, c'est un pays formidable et il faut que ce territoire se joigne au reste du pays, 51e, 52e, 53e État, je ne sais plus où on en est là avec tous les projets de Donald Trump. Soit c'est une opération militaire qui se dessine. Les États-Unis ont une base sur le Groenland, une base militaire, et je crois qu'ils ont un accord avec ce Groenland pour pouvoir développer d'autres bases s'ils le désirent. De mémoire, il me semble que c'est cela. Sauf que les États-Unis, sauf erreur de ma part, c'est un membre de l'OTAN. Le Danemark, je crois que c'est aussi un membre de l'OTAN. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les habitants, les Inuits, les 60 000 à peu près Inuits qui habitent le Groenland, n'accepteront pas de passer du pavillon danois au pavillon américain. Eux, ce qui les intéresse, c'est de jouer sur effectivement la puissance tutélaire qu'est le Danemark et sur les appétits américains de façon à tirer le mieux possible leur épingle du jeu. Donc ça va être très très difficile pour le Danemark, ça va être très très difficile pour nous, pour l'Union européenne. Naturellement, on a promis de défendre le Danemark
Danemark et il faut défendre le Danemark. L'Europe a réagi, Emmanuel Macron aussi aujourd'hui. Figurez-vous qu'il y a 40 ans, j'ai fait une mission au Danemark, au Groenland, une mission européenne, parce que le Danemark avait laissé rentrer le Groenland sous l'application des traités de Rome lorsqu'il est rentré dans l'Union européenne en 1973. Et effectivement, 10 ans plus tard, il s'est aperçu que rien ne marchait, parce que le Groenland est en fait une économie néocoloniale avec une compagnie royale danoise qui achetait le poisson et qui vendait les produits de consommation dont avaient besoin les Groenlandais. C'est ce que la mission que j'avais accompagnée au Groenland avait constaté il y a 40 ans. Alors ça a dû beaucoup évoluer depuis, puisque effectivement les Inuits ont gagné en autonomie, bien sûr, mais pas tant que ça. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, ce qui va se passer, si vous voulez le résultat de la négociation, c'est qu'en effet, les Américains vont passer des deals économiques avec les Inuits et probablement avec le Danemark, qui vont multiplier les bases américaines sur le Groenland, mais qui laisseront le drapeau aux Danois. Il y a un sujet qui est clair sur le Groenland aujourd'hui, c'est que d'une part, c'est un territoire qui est très mal connu aux États-Unis, ce qui fait que Donald Trump peut raconter n'importe quoi sur le Groenland, comme par exemple dire il y a des bateaux russes, il y a des bateaux chinois, personne ne va le contredire. C'est l'un des arguments qu'il met en avant. C'est pour ça que je dis ça. Et du coup, ça permet de consolider sa base MAGA, qui trouve que c'est vachement bien le Groenland. On l'avait déjà vu en 2020 pendant la campagne, on l'a revu pendant la campagne de 2024, des t-shirts, des goodies, des choses qui avaient été faites à l'effigie du Groenland états-unien était partie prenante de cette campagne des Républicains et Donald Trump en 2024 et 2020. Donc si vous voulez, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui est nouveau en revanche, c'est la manière dont les Européens réagissent. Comme le Groenland effectivement est sorti de l'Union européenne, ou plutôt de la communauté européenne en 1985, le Grexit comme on dit aujourd'hui de manière anachronique, le Groenland aujourd'hui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais le Groenland a une association directe avec l'Union européenne qui lui donne grosso modo 30 millions d'euros de budget par an de fonctionnement, ce qui représente pas rien, ça représente grosso modo 15% du budget de l'État groenlandais. Le point clé ici, c'est que des États comme la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, etc., eux aussi ont des intérêts à développer au Groenland. Également sur le volet du secteur minier, on peut penser à la mine de molybdène de Malmbjerg, dans le nord-est du Groenland, qui a été développée, qui a été signée avec les Européens au mois de février. On peut penser à plein d'autres deals comme ça, qui sont effectivement en train d'être passés. Mais il y a un élément clé, c'est qu'en France, en particulier, on est plus impliqué que les autres dans cette question du Groenland, pas juste parce qu'Emmanuel Macron s'est rendu le 15 juin dernier au Groenland, mais parce que la France s'est passée complètement inaperçue, mais début décembre a modifié sa stratégie polaire pour la deuxième fois depuis 2022. La France, le ministère des Armées, a passé une stratégie arctique de défense au mois de juin dernier. L'objectif ici dans la loi de programmation militaire, c'est aussi de se doter de bâtiments spécifiquement pour le grand froid, plus encore que ce qui avait été imaginé sur les LPM précédentes. Donc on est impliqué. Et ça, c'est qu'une petite partie de tout ce que je pourrais vous raconter sur le sujet. Qu'est-ce que cela nous dit de la stratégie impérialiste de Donald Trump? Encore une fois, il y a un an, et je l'ai dit en commençant, on souriait tous des déclarations du 47e président des États-Unis. Aujourd'hui, on est en train de voir qu'il les met en œuvre. Le canal de Panama, ça a été repris par des groupes qui dépendent du fonds BlackRock. Donc, globalement, les Chinois ont été virés, les Américains ont repris la gestion de ce canal. On a vu qu'il était aussi très agressif avec le Groenland, qu'il avait des visées aussi un peu sur l'ensemble, en tout cas des visées le contrôle sur l'ensemble du territoire ou de l'espace américain. Ça va s'arrêter où? C'est la vraie question, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on parlait justement de nouveaux... J'oubliais que le golfe du Mexique a été rebaptisé golfe de l'Amérique. Voilà. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Et il y a de nouveaux navires donc de l'aéronavale américaine qui vont arriver donc vers le Venezuela. Donc pour un président, on se rappelle quand même ceux qui disaient qu'il était, enfin même lui-même qui disait qu'il ne voulait pas commencer des guerres, qu'il n'était pacifiste, que c'était pas un de ces néoconservateurs du passé qui voulait justement se projeter et tout. On voit quand même que Donald Trump, on va dire non seulement les craintes sur le Groenland, sur le Panama, sur le Venezuela, bon là, ce qui est assez nouveau, se concrétise, mais que cette idée que c'est un homme pacifiste qui n'allait pas commencer des guerres est très clairement un mensonge le plus total. Colonel. Bien sûr, il a déjà déclenché plusieurs guerres. Il en est à sa troisième maintenant, pour son deuxième mandat. Oui. Non, mais dans son discours d'investiture, il faut quand même se rappeler
rappelez, il avait dit voilà, les États-Unis ne doivent pas s'interdire de s'agrandir. Et là, il est en train de, et on l'a bien vu aussi, c'est maintenant très clair avec la nouvelle revue stratégique nationale, c'est cette idée, c'est une forme de doctrine Monroe, et une doctrine Monroe un peu mercantiliste. C'est-à-dire, voilà, il y a l'hémisphère, on ne parle pas d'Amérique, on parle d'hémisphère occidental. Dans l'hémisphère occidental, il y a le Groenland, qui n'est pas sur le continent américain, mais il y a quand même le Groenland, qui est considéré donc dans la zone d'influence normale américaine, et puis avec une conception aussi d'un monde fini où les ressources ne peuvent pas s'agrandir et qu'il faut les détenir. Parce qu'en réalité... si c'est stratégique, si c'est vraiment très important pour les États-Unis, ils ont une base militaire qui est déjà très importante, qui pourra grandir. Si c'est vraiment important d'être présent militairement dans le secteur, ils peuvent le faire dès maintenant. Si c'est vraiment important économiquement, les ressources du Groenland, ils peuvent investir, ils peuvent avoir des accords. Enfin, il n'y a pas besoin d'annexer le Groenland en réalité pour avoir les mêmes résultats stratégiques. Et donc, c'est ça qui est vraiment nouveau, c'est cette volonté de s'agrandir territorialement, de s'emparer de nouveaux territoires, mais physiquement. Et c'est à contre-courant de toute la vision qu'on pouvait avoir libre-échangiste, on va dire du nouvel ordre mondial, enfin de cette idée. Non, on revient à cette idée. Le sous-sol du Groenland et le sous-sol vénézuélien, même combat. Oui, bien sûr. Et puis Groenland-Panama, il y a aussi un même combat. C'est-à-dire que quand Donald Trump parle du canal du Panama d'un côté et du Groenland de l'autre, on parle des deux routes maritimes qui permettent de connecter d'une part le Pacifique à l'Atlantique d'autre part, par le nord ou par le sud. Donc de fait, ces deux sujets d'un point de vue stratégique sont liés, premièrement. Mais deuxièmement, il y a un problème avec le Groenland qui fait que, effectivement, les États-Unis ne pouvaient pas se contenter de juste venir dire on va faire des deals, parce qu'en 2019, Donald Trump avait déjà proposé de racheter le Groenland et de faire un deal. Les Groenlandais, depuis 2004, quand Colin Powell s'était rendu au Groenland et avait fait des promesses merveilleuses d'investissement dans tous les sens, infrastructures, tout ce que vous voulez, pour justement permettre le développement des Groenlandais, rien ne s'était matérialisé. Et parce que rien ne s'était matérialisé, les Groenlandais avaient commencé à discuter avec les Européens un peu plus qu'avant, mais surtout avec les Chinois. Et de cette question de la menace chinoise, les Américains aujourd'hui, pour eux, cette question du Groenland, c'est devenu un sujet territorial. Si la question, par exemple, de aboutir à faire de la commerce et des deals en Groenland sans pourtant l'annexer était pas là, moi je me demande si les États-Unis se projettent comme ils se projettent envers l'Europe. Et ce que l'Europe représente aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas pour l'avenir où on ne serait pas du tout de même camp ? Et dans ce cas-là, on serait du camp opposé. Et c'est vrai qu'il faut détenir dans ce cas-là les terres ou au moins avoir ce territoire annexé. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut changer la donne. Parce qu'imaginons s'il y a la guerre ou s'il y a une vraie confrontation militaire, auparavant, ça serait les États-Unis ensemble avec l'Union européenne, et bien évidemment, on ne va pas parler de ça tout de suite parce que quand même, il y reste les membres de l'OTAN pour l'instant, mais on voit ce désengagement des États-Unis, pas que sur le plan de cette amitié ou même les relations transatlantiques, mais aussi sur le plan idéologique. Oui, c'est peut-être une véritable stratégie qui se dessine. Le mot de la fin là-dessus ? Le mot de la fin, ok. Sur votre bandeau, vous parlez de nouvelles provocations. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'en 2017, on avait déjà le ministre des Affaires étrangères états-unien qui disait au Conseil de l'Arctique, il y a deux zones en Arctique. Il y a les pays arctiques et les pays non arctiques. En 2019, Donald Trump veut reprendre le Groenland en le rachetant. Là, on a une escalade, évidemment. Le sujet qu'on a, c'est que c'est pas une provocation. Ça fait maintenant presque 10 ans que ce sujet du Groenland ou de l'Arctique est sur la table. Et en 2019, on était un certain nombre, moi y compris, à dire ce qui nous étonne, en tout cas ce qui nous surprendrait peut-être, ce serait que dans le courant des années 2020 ou 2030, les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine se rendent compte qu'en Arctique, ils ont des intérêts communs et ils ont plus d'intérêts communs que d'intérêts divergents, notamment pour faire du business par rapport aux Chinois, par rapport aux Européens et prendre cette mainmise en Arctique. Ce que je crains, c'est qu'en 2026, on voit cette chose-là effectivement se matérialiser pour de vrai.